Notre dernier quart d'heure, chaque soir, dans Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous fait sortir un petit peu des marchés cotés pour nous intéresser au segment de la tech non cotée et ses derniers développements sur le plan industriel notamment. On en parle avec Alice Albizati, qui est cofondatrice de Revalia. Bonsoir Alice. Bonsoir les gars. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand je disais la dimension industrielle qui m'intéresse sur la tech non cotée, c'est de faire un peu le point sur les levées de fonds, notamment dans ce segment de marché. C'est votre univers d'expertise et d'investissement, bien sûr, chez Revalia, Alice, et de voir un peu comment la France et l'Europe se positionnent aujourd'hui. Quand on prend encore une fois la dimension des levées de fonds, est-ce qu'il y a l'idée quand même que la France et l'Europe rattrapent un peu de leur retard par rapport à d'autres zones très dynamiques comme l'Asie et la zone anglo-saxonne? Oui, en effet, nous on observe des dynamiques intéressantes en termes d'investissement dans le secteur de la technologie au niveau mondial et en particulier en France et en Europe. Et on considère que 2023, ça a été une année de normalisation et c'est en train de se poursuivre en 2024 avec, comme dans tous les secteurs, il y a eu une contraction des montants investis au niveau mondial dans les sociétés technologiques en 2023 suite à des années records qui ont été les années post-Covid, donc les années 2021, 2022. Néanmoins, dans cette contraction, si on prend un peu de recul, on observe que 2023, ça a été la troisième année la plus importante en termes de capitaux investis dans les entreprises technologiques au niveau mondial. Donc, c'est des tendances qui sont positives. Et quand on rentre à l'intérieur des différentes géographies, ce qu'on observe, c'est que l'Europe, c'est la seule géographie qui est en croissance. Donc, ça a été 10% de croissance des capitaux investis dans ce secteur-là, différent de ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Et donc, si la tendance se poursuit, l'Europe est en train de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et à la Chine et est en passe de devenir la deuxième géographie la plus attractive en termes de capitaux investis. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que les sociétés technologiques européennes qui sont bien gérées et bien positionnées sur des secteurs porteurs sont capables de construire des positions de leadership mondial parce que bien financées. Et au sein de l'Europe, vous posiez la question de la France. La France, c'est un des 3 pays les plus attractifs, donc avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la zone d'art et la France. Donc ces 3 régions, ça cumule à peu près 70% des investissements dans les sociétés technologiques au niveau européen. Et la France est en train de rattraper également son retard par rapport au sein de cette zone-là, d'accord, j'entends. Avec des ratios, par le passé, on était sur du 1 pour 2 entre France et Royaume-Uni, et maintenant, on est en train d'être sur du 1 pour 1,5. Donc, un pays qui est attractif. Le fait que l'Europe ait été en croissance positive en termes de levée de fonds pour la tech non cotée en 2023 par rapport à l'Asie et les États-Unis, pour dire simplement les choses, est-ce que ça veut dire aussi que dans ces grandes zones, Asie et États-Unis, les investisseurs sont déjà au max de ce qu'ils peuvent investir, ou en tout cas de ce qu'ils pouvaient investir en 2023 dans ce segment de marché notamment? Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça veut dire qu'on a eu des années records, 2021, 2022, et qu'il faut un peu de temps pour pouvoir absorber. J'entends. Voilà. Je pense digérer. Voilà. La tendance de fond, elle est toujours là, parce que la tendance de fond, c'est accompagner la digitalisation de nos sociétés, résoudre les grands enjeux qui sont des enjeux de création d'emplois, des enjeux de souveraineté. Donc, on va adresser des secteurs comme celui de la cybersécurité. On va aider les sociétés à devenir plus efficaces, plus productive, on va adresser les enjeux de climat, mais il y a un moment où il faut absorber. Il faut également continuer à avoir des sorties et des retours importants parce qu'on est toujours sur un bilan, une balance. Rotation du capital, voilà. C'est quand même le mécanisme majeur du non-coté. Il faut que le capital tourne. Exactement. Et en fait, ce qui se passe dans le non-coté, c'est également le reflet de ce qui se passe sur les marchés cotés avec quelques mois de décalage. Et donc, on a vu que là, la croissance, elle est repartie fortement sur les marchés cotés pour les sociétés technologiques, notamment les très grosses sociétés technologiques. Et ça se reflète également dans le non-coté, mais avec un petit décalage. Sur l'idée du rattrapage de la France et de l'Europe, sur quelle tendance forte est-ce que ce rattrapage se construit, Alice? Alors, il y a peut-être 2 secteurs qui vont être les secteurs un peu prioritaires ou qui vont marquer le plus l'appétit, l'intérêt des investisseurs. C'est bien évidemment
l'intelligence artificielle générative. Et le deuxième secteur, ça va être celui du secteur du climat, ou les sociétés qui permettent d'adresser les enjeux climatiques. Et donc, au sein de ces secteurs, si on commence par celui de l'intelligence artificielle générative, c'est un secteur qui a quadruplé de taille en termes de montant investi en 2023. Donc ça, c'est une disruption technologique qui permet d'afficher beaucoup de promesses en termes d'application de nouveaux cas d'usage dans beaucoup d'industries, qui attire des capitaux massifs sur soit la partie business, les fondements, les fondations, les modèles, soit sur des cas applicatifs très simples. Et là, en France, on a une quarantaine de sociétés qui ont levé pour un montant cumulé de plus de 1 milliard d'euros. On pense bien évidemment à Mistral.ai qui a beaucoup parlé d'elle, mais il y a également d'autres sociétés comme Hugging Face, comme Photoroom, qui ont su attirer cet appétit. Mais c'est un rythme dont on n'a pas à rougir. Exactement, avec des talents qui sont extrêmement pointus, des experts au niveau mondial qui viennent de nos universités, qui viennent de notre écosystème français. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième secteur, c'est celui du climat, qui est notamment très aidé par des politiques gouvernementales, par des subventions gouvernementales. Et là, on a des sociétés qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Par exemple, Verkor, dans le domaine des gigafactories de batteries à bas carbone, l'an dernier, a réussi à lever 2 milliards d'euros. C'est une partie en equity. Ça, c'était une série C de 850 millions d'euros. Donc, c'est vraiment des significatives. Mais également beaucoup de subventions publiques, d'accompagnement de la Banque européenne d'investissement, d'accompagnement au niveau français également sur des plans France 2030. Donc, ça, c'est un écosystème qui est en train de se construire autour de thématiques du batterie et des thématiques du transport, et qui permettent à la France, à l'Europe, d'acquérir une souveraineté et de la compétitivité au niveau international. Si les investisseurs ont continué de mettre des fonds dans la tech non cotés en Europe et en France en 2023, est-ce que ça veut dire aussi, Alice, qu'ils ont confiance dans la capacité de sortie de ces entreprises de portefeuille? Oui, bien sûr. Alors, forcément, on en parlait plus tôt, qu'est-ce qui avait bloqué? La sortie, la liquidité, c'est une question clé. Et là, je pense que sur les sorties, ce qui est intéressant de voir, c'est que les sorties, elles sont en train de se transformer également. Donc, par le passé, dans les années 2000, la majeure partie des sorties dans le secteur technologique, c'était principalement des rachats par des acquéreurs stratégiques. Donc ça, c'était les 3/4 des sorties. Et il y avait aussi une vingtaine de pourcents qui étaient des introductions en bourse. Vingtaine de pourcents en termes de nombre de sorties. En termes de montant, c'était bien sûr des plus sorties important, très les plus significatives. grosses. Une nouvelle tendance qui est en train d'arriver. Donc ces sorties, elles existent toujours. Il y a toujours du M&A. On pense par exemple à Linax, une société d'infrastructure IT allemande qui s'est fait racheter par SAP l'an dernier pour plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est intéressant. Néanmoins, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds de private equity, des fonds de buy-out, qui s'intéressent aux sociétés technologiques parce qu'ils vont chercher la croissance, la résilience, la capacité à être rentable avec beaucoup de visibilité et la pérennité des modèles. Et là, les fonds de private equity, dans les années 2000, c'était à peu moins de 10% des sorties. Dans les années 2020, c'est plus de 25% des sorties qui se font via des fonds de private equity. Ça, nous, on pense que c'est une tendance qui est amenée à durer parce que les fonds de private equity ont levé des fonds de taille significative. Ils ont la surface pour permettre à ces boîtes de sortir des fonds de VC, Et c'est aussi bien des fonds de private equity généralistes que des fonds de private equity qui vont avoir des thématiques spécifiques autour de la technologie. Et donc, pour 50% de ces sorties, ça va être des sociétés de logiciels, principalement du logiciel SaaS, B2B. Donc récurrence, etc. Voilà. Et ça, c'est une brique de sortie qui est amenée à être pérenne, vous dites, dans la taille qu'elle représente aujourd'hui. Qui est amenée à durer, à grossir. Il faut trouver le bon équilibre. Et donc, nous, en tant que fonds d'investissement growth non coté, un de nos rôles, c'est accompagner les sociétés et accompagner nos entrepreneurs à préparer ces trajectoires de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de connexion à l'écosystème, en termes de préparation des sociétés par rapport aux attentes des investisseurs des fonds de private equity? Tout ça, c'est parce que la bourse suffit plus ou fonctionne moins bien?
C'est le débat. C'est un gros débat, c'est un débat important. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'introductions en bourse de sociétés technologiques sur les 12 derniers mois ? Non. Connaît tous la réponse. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver des substitutions. Il faut trouver des solutions, des substituts et des pistes intéressantes. Un mot du M&A, on en avait déjà parlé la dernière fois, hein, vous disiez que le M&A était très dynamique, c'était quand même un des signes justement que ces marchés étaient plus que jamais vivants. C'est aussi même intégré complètement dans vos stratégies chez Revaya. Oui, exactement. Nous, dans ce contexte 2023, on a eu des multiples contractions de valorisation. Nous, on pense que de renforcer les positions de leadership de nos sociétés en portefeuille, c'est quelque chose qui est clé. C'est bénéficier d'entreprises qui ont une position de leadership déjà établie, avec un bilan solide. Et donc, nous, on va aller accompagner, encourager nos sociétés à accomplir ces trajectoires de croissance externes qui viennent s'ajouter à la croissance organique. C'est quoi une opération ? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais une opération dont vous êtes fiers justement chez Revaya. Alors, Alice. On a par exemple une de nos sociétés néerlandaises qui s'appelle Muse, qui est devenue une licorne récemment, qui a annoncé une levée de 110 millions de dollars, qui est une société qui propose un logiciel d'automatisation dans le secteur de l'hôtellerie, de gestion. Ouais. Et cette société a déjà accompli 8 opérations de M&A, notamment pour accélérer son expansion internationale. Cette année, Muse a annoncé avoir racheté une société américaine qui s'appelle Frontdesk Anywhere. Elle avait déjà racheté d'autres sociétés en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir s'assurer que la société va racheter d'autres concurrents, accélérer son développement produit, son développement international par ce biais-là. C'est un vrai savoir-faire aussi stratégique pour ces entreprises que vous accompagnez. Exactement. Ouais. Et donc, les sociétés plus établies, elles ont bien évidemment une équipe de corporate development qui est dédiée à ce rachat. Donc, selon la maturité de la société, la trajectoire de sortie M&A, elle est différente. Mais c'est bien évidemment un sujet que nous, on pousse au board avec un playbook de M&A. Merci beaucoup Alice, merci de venir nous éclairer sur ces enjeux autour de cet univers de la tech non cotée. C'est votre domaine d'expertise, votre univers d'investissement bien sûr chez Revaya. Vous en êtes la cofondatrice. Alice Albizati était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.